Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passer d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission Trendstalk, une émission qui, comme vous le savez, est organisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance. Et alors, cette semaine, on va parler d'un sujet, plutôt d'un lieu que peu de Bruxellois connaissent, qui est invisible, en tout cas à leurs yeux. La plupart d'entre eux ne connaissent pas le lieu, pourtant il est vital, il participe même, je dirais, de notre souveraineté alimentaire. C'est un lieu très très important puisque la plupart des restaurateurs, pour ne citer que, viennent y chercher des fruits, des légumes, du poisson, de la viande et même du caviar. Je parle évidemment du marché matinal de Bruxelles et nous avons le plaisir d'avoir en studio Laurent Nice qui est donc le directeur de l'ASBL qui gère ce marché matinal. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, ravi de vous rencontrer et surtout de nous faire parler, de vous faire parler plutôt de ce marché matinal. On connaît tous puisqu'on va tous au resto, on va chez le boucher du coin ou le poissonnier du coin, mais on ne sait pas qui vont s'approvisionner auprès de ce marché matinal, le Mabru comme vous l'appelez dans votre jargon. Alors où se trouve exactement ce lieu et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors le marché matinal de Bruxelles se trouve le long du canal, à l'arrière du Palais Royal de Lakens, près du Shopping Docks. Ah oui, okay. Donc c'est un site d'une quinzaine d'hectares. Vous y retrouvez 120 entreprises, presque 700 personnes qui y travaillent, tous les jours sauf le dimanche. C'est une activité de nuit, mais donc on a 22 000 visiteurs par mois qui viennent. Vous avez parlé des restaurateurs, mais il n'y a pas que les restaurateurs, il y a aussi tous les marchés de rue, les gens qui font les marchés marchés ambulants, les épiciers de quartier, les traiteurs, certains fleuristes viennent aussi. Par exemple, le fameux marché de la gare du Midi dimanche, ils vont... Ah oui, là, si vous achetez une pomme, une tomate au marché du Midi le dimanche, elle est passée par chez nous à 99,9%. Alors justement, vous venez de le dire, c'est un marché nocturne qui est réservé aux professionnels. Le particulier ne peut pas y entrer. Alors certains particuliers viennent quand même parce qu'ils achètent beaucoup en quantité, des groupements familiaux, ou vous avez parfois aussi pendant les fêtes de fin d'année certains particuliers qui aiment venir sentir l'ambiance des marchés de gros, mais les 90% de la clientèle, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Alors ça a lieu la nuit, c'est entre quoi? Minuit, 6h du matin? Alors c'est entre minuit et 6-7h du matin, effectivement. Alors la raison, j'imagine, c'est quoi? C'est parce que les restaurateurs et les autres commerçants travaillent la journée ou il y a d'autres raisons historiques? Alors, historiquement, c'était parce que au tout début de l'activité des marchés de gros, il y avait évidemment moins de développement du froid. Et donc, il convenait de garder la température suffisamment froide pour vendre des produits. Après, les contraintes urbaines font que la nuit, ça reste quand même très pratique aussi au niveau circulation. Donc, ça permet aux gens de rejoindre notre site facilement et de ne pas être dans les encombrements. Alors ce marché s'est fait connaître notamment pendant la période du Covid. Et la question que j'ai envie de vous poser, heureusement on a survécu à cette période, que se passerait-il si ce marché, pour une raison ou une autre, logistique, énergétique, que sais-je, était bloqué pendant 48 heures. Concrètement, ça signifierait quoi pour les Bruxellois qui nous regardent et peut-être autour d'ailleurs? Mais vous auriez, comme dans certains pays en difficulté, des commerces alimentaires avec des rayons vides. Et pour trouver votre approvisionnement quotidien, vous devriez faire appel à certains de vos amis un peu connectés parce que vous ne trouveriez pas pour le grand public de la nourriture. Donc on est vraiment une structure essentielle en cas de crise. On l'a vu pendant le Covid. Donc nous, on n'a pas fermé une seule journée pendant le Covid. Donc on est resté ouvert tout le temps malgré la pandémie. Et on a fait vraiment le job pour toutes les autres structures. Alors ce marché, c'est là où les commerçants, les restaurateurs, on l'a dit, viennent s'approvisionner, mais le marché lui-même s'approvisionne où? Alors vous avez une grosse partie quand même qui vient d'importation, donc nos marchands sont de plus en plus gros et donc ils privilégient le contact direct avec le fournisseur à l'étranger ou en Belgique et ils s'approvisionnent aussi sur le marché qui se trouve à côté de chez nous, qui est le Centre européen de fruits et légumes, qui est donc un marché d'importation. Alors, qui sont ceux qui occupent vos stands, vos halles au marché matinal? Quel est le profil de ces gens? C'est des petites
entreprises, des TPE, des PME, de gros détaillants? Alors ça, c'est vraiment toute la richesse de mon job à moi, c'est que je suis en contact avec des gens fort différents. J'ai d'une part des petits commerçants qui travaillent parfois en famille, mais 2-3 personnes, et j'ai aussi des structures plus importantes qui font 50-60 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont une cinquantaine d'ouvriers ou d'employés et qui ont un service marketing, une porte-parole. Quasiment des petites multinationales. On est vraiment avec des gens fort différents, donc moi j'ai contact la journée avec des gens fort différents et c'est toute la richesse de mon travail au quotidien. Alors, vous m'aviez dit en préparant cette émission aussi qu'il y a un volet qu'on ne connaît pas très bien. Déjà, le reste, on ne le connaissait pas très bien non plus, mais il y a un volet commerce ethnique aussi qui se développe terriblement. Du fait aussi que Bruxelles est une ville avec une démographie assez cosmopolite. Tout à fait. D'ailleurs, Bruxelles est vraiment, on peut dire, maintenant devenu le centre européen du commerce ethnique. Vous savez, non seulement, évidemment, Bruxelles est composé de 80, je ne sais pas, Philippe Claus dit toujours 180 nationalités. Oui. Voilà, 180 nationalités pour faire simple. Donc vous avez d'une part ces communautés-là, qui sont aussi disséminées dans la Belgique. Il faut pas dire que c'est qu'à Bruxelles. Et donc fatalement on est le hub pour ces gens-là qui veulent continuer à manger un peu de leurs racines. Et puis vous avez aussi. C'est quoi? C'est des choses pour les communautés marocaines, turques, turques, mais aussi pays de l'Est. Vous avez vraiment. Ce qui est polonais. Polonais, bulgares, roumains. Donc toute cette nourriture, j'aime pas tellement dire ethnique, mais qui plaît à une certaine communauté. Et ça a également contaminé, si je puis dire de manière positive, l'assiette de natifs belges avec racines 100% belges, parce que maintenant, quel Belge ne mange pas de feta ou de houmous ou de... Voilà, moi j'ai souvent... On dit souvent que dans les années 50, il n'y avait pas de poivron en Belgique. Ça semble dingue, mais c'est la vérité. Et donc, voilà, cette assiette, évidemment, est changeante avec le temps en fonction des arrivées. Alors, il y a le côté ethnique, mais il y a aussi, j'y ai fait allusion, je crois, dans l'introduction, c'est que les gens n'y viennent pas non plus que pour acheter des pommes vertes. On peut aussi acheter des produits de luxe comme le caviar, par exemple. Mais vous pouvez tout acheter. Donc, ça va de la fleur, parce qu'il faut pas... Oui, c'est important. Il faut toujours parler de ce secteur, on l'oublie un peu, mais on a une halle aux fleurs. Évidemment, vous pouvez tout acheter, volaille, viande, poisson, et évidemment des produits plus luxueux, comme on a la maison du caviar, Caspian Tradition, qui est chez nous. Et donc, c'est un des plus gros fournisseurs de caviar de Belgique. Et à l'export, c'est vraiment un acteur européen de première importance. Mais on trouve vraiment de tout au marché. Même ce que vous ne trouvez pas dans les petits commerces de détail, vous allez le trouver au marché. Alors, on a souvent qualifié le marché matinal que vous représentez à travers l'ASBEL qui gère ce marché matinal. Une fois, on vous a qualifié de ventre de Bruxelles, et puis d'autres fois, le frigo de Bruxelles. J'imagine qu'il y a une nuance. Quelle est cette nuance? Alors, ventre, disons que c'est après la consommation, dirons-nous. Alors, on est plutôt le frigo, si je puis dire. Oui. Mais en termes de frigo, effectivement, les installations froides chez nous, c'est quelque chose de très important. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'heures de garde prestées par notre service technique. C'est vraiment l'endroit où vous trouverez, à mon avis, le plus de frigo au mètre carré. Et donc, c'est un rôle important aussi, d'ailleurs, parce que nous, on mutualise le froid. Donc, en termes de décarbonation de l'outil, on joue vraiment un rôle là vert, incontestable. Alors comment se fait-il, on en a parlé, 15 hectares, bon c'est pas anecdotique, c'est pas 2-3 pâtés de maison, comment se fait-il que ce marché qui est vital, on vient d'en parler avec vous, soit resté invisible aux yeux des Bruxellois? Mais je pense, d'abord, ce genre d'outils, vous ne les voyez qu'en temps de crise, en fait. On en entend parler quand ça va mal. Oui. Donc, on parle de notre structure. Au Covid, on a pas mal parlé de nous, parce qu'on joue aussi un rôle de relais avec les structures publiques pour faire ouvrir les marchés, pour prendre conscience de l'importance d'ouvrir les magasins, etc. Mais on parle surtout de nous en termes professionnels. Donc, c'est vraiment un B2B chez nous. Donc, le grand public, en général, parfois, il sait plus ou moins ce que c'est, mais c'est plutôt les professionnels. Si vous parlez à un professionnel de l'alimentaire ce qu'est le marché matinal, il va vous répondre. Mais vous ne cherchez pas à communiquer pour le grand public. Vous dites, mon public, c'est le B2B. Alors moi, aller au-delà, soit vous n'avez pas les budgets, soit c'est pas nécessaire. Non, moi j'ai essayé, d'ailleurs si je suis ici c'est un peu... pour faire connaître le marché, j'ai essayé quand même d'ouvrir au grand public, notamment on fait des portes ouvertes tous les 2 ans où tout le monde est le bienvenu, et j'ai essayé de faire connaître aussi à la presse grand public notre rôle, parce que évidemment le consommateur final, il se demande d'où vient son produit, il demande si c'est passé par un marché de gros, et c'est un gage de qualité, donc pour nous la chaîne est importante.
important de savoir que le consommateur final, dans son assiette, il identifie le produit comme étant à l'origine vendu chez nous. C'est très important aussi. Alors, quand vous dites vous ouvrez 2 fois par an au grand public, c'est un peu comme les journées du patrimoine où on peut visiter le Palais Royal et autres. Oui, alors ou la serre royale. Effectivement, donc on fait des nuits portes ouvertes où la dernière fois on prend toujours un thème pour susciter l'intérêt chez les gens. Donc la dernière fois on l'avait fait sur le thème de la Pologne, j'avais fait avec l'ambassade de Pologne à Bruxelles et on a quand même eu 6000 visiteurs et la nuit entre minuit et 5h du matin. Mais donc on met en général un DJ, de la musique, on donne à boire et à manger à tout le monde pendant toute la nuit avec des partenaires qui nous aident aussi à cette occasion. Et donc ça récolte un grand succès. Alors, parlons de ceux qui sont installés dans ce marché matinal. On parle de quel chiffre d'affaires, plus ou moins? Est-ce que vous avez les derniers chiffres? J'ai vu celui de rapport annuel de 23, mais il date, donc... Oui, écoutez, on va plutôt dire qu'on est sur 800 millions d'euros, parce que certains acteurs chez nous sont devenus vraiment très importants. Au départ de Mabruf, font beaucoup d'exports aussi. On parlait des produits ethniques, voilà, on peut citer l'un ou l'autre qui exportent énormément, en Espagne, dans les pays limitrophes, ces produits... donc en fait, vous êtes en train de me dire que, par exemple, des produits qui seraient produits au Maroc, en Tunisie ou en Turquie arrivent à Bruxelles et repartent vers l'Espagne? Exactement. En termes de CO2, c'est pas le top. Certains, c'est parfois le chemin. Et évidemment, et alors en plus de ça, certains gros acteurs du marché sont devenus aussi des grands fournisseurs de la grande distribution belge. Donc Colruyt, Delhaize, Carrefour. Et donc ce volume est en pleine expansion. Et donc fatalement, nous, le chiffre d'affaires, il est aussi en pleine expansion. Si on parle du chiffre d'affaires de nos commerçants, bien entendu. Alors, le chiffre d'affaires de vos commerçants, lui, est très important. Vous, la SBL qui gère ça, a un chiffre d'affaires plus modeste, je pense. Oui, évidemment. Forcément, parce que c'est pas... on va préciser. Donc, c'est une structure publique, mais on ne dépend absolument pas de fonds publics. Donc, on n'a ni subsides, ni subventions. Vous êtes un public privé, un peu, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'était le but, d'ailleurs, de l'association au départ, quand la ville l'a créée. C'était de déléguer à une structure tierce la gestion du marché, en ayant, évidemment, des facilités, parce qu'on a le foncier de la ville met à disposition son terrain, et donc, mais on n'a pas de subvention publique, on ne vit que des recettes. Donc fatalement, le chiffre d'affaires, il peut paraître anecdotique par rapport au chiffre d'affaires de certains de mes commerçants. 4 millions, c'est plus un peu plus de 4 millions, c'est ça? 4 millions et demi, je pense, cette année, on va terminer, mais ce ne sont que les loyers et les droits d'entrée. Oui, j'allais dire justement, c'est quoi votre business model? Ce sont les loyers, alors, c'est les loyers des commerçants, et aussi les droits d'entrée. Donc, quand vous rentrez sur le marché, vous payez 4 €. C'est un droit d'entrée sur le site pour les commerçants, ou alors vous avez un abonnement annuel. Ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ok, malgré le loyer, ils payent ça tous les jours. Mais pas les commerçants, leurs clients. Leurs clients. Ouais, c'est ça. Oui. Donc c'est sûr, mais tous les marchés de gros fonctionnent sur le même système. Donc il y a toujours un droit d'entrée, il y a toujours un abonnement pour le client, et il y a toujours des loyers payés à la structure qui les gère. Alors nous, ce chiffre d'affaires, évidemment, il est mangé par des coûts d'exploitation qui sont assez importants. De plus en plus important parce que, vous savez, en Belgique, on a l'indexation des salaires, ce qui est très bien pour le salarié, mais ce qui a évidemment un effet cascade sur nos finances à nous. Donc, on a beaucoup de main-d'œuvre, nous. Donc, la main-d'œuvre, c'est du gardiennage, c'est du nettoyage, c'est des hommes spécialisés en technique. Et donc, ça, évidemment. Tout ça, vous devez les payer avec ces 4 millions. Ah oui, ça nous, on plus évidemment les travaux qu'on doit faire, donc de l'asphaltage de site, changer les ampoules. Vous savez, on a beaucoup d'ampoules. Nous, chez nous, oui. Changer des serrures, des portes, tout ça, ça coûte. Mais là, vous êtes en train de me dire de manière subliminale que vous avez un revenu, mais qui ne suffit pas suffisamment par rapport aux missions qu'on vous a attribuées. Ah si, franchement, vous y arrivez. Je vous rappelle, on est une ASBL, donc nous, le but, ce n'est pas de faire 3 millions d'euros de bénéfices. Non, mais vous pourriez être en perte, ce qui n'est pas le cas. Et depuis que je suis arrivé, parce qu'avant, c'était le cas. C'était le cas. Depuis donc 10 ans, on a quasiment jamais rentré un exercice en perte. Donc on a vraiment rationalisé les coûts et on continue à le faire, tout en poursuivant une dynamique assez importante de modernisation. On a installé, par exemple, 26 800 panneaux solaires, qui est la plus grande centrale photovoltaïque de Bruxelles. On a modernisé les halles, on a mis des nouvelles façades. L'entretien même du site, c'est un coût assez important parce que asphalter le site, toutes des petites choses. On installe maintenant des nouvelles cabines haute tension parce que nos commerçants se développent de plus en plus. On a besoin de plus en plus d'outils comme des cabines haute tension. On en a commandé une justement cette semaine. On va mettre des batteries pour récolter l'énergie de nos panneaux solaires très prochainement. Des batteries, ça coûte 1 million d'euros pièce. Donc c'est vraiment des investissements qui sont importants.
mais qui sont, pour l'instant, on peut les assumer seuls, ou avec des partenariats, comme avec Engie, on a fait un partenariat pour les panneaux solaires, mais c'était, voilà, on continue à travailler comme ça. Alors justement, vous avez dit que c'est un foncier public, donc qui appartient à la ville. Comment se fait-il, parce que je crois que c'est pas une spécialité ou une spécificité bruxelloise, que ce soit le cas aussi partout en Europe, pourquoi c'est du foncier public? On pourrait se dire, c'est un marché privé, avec des commerçants privés, des grossistes privés, pourquoi ils iraient pas sur un terrain privé? En quoi l'État ou la ville ou une région a à voir avec ça? Alors, c'est pas une spécificité européenne, mais c'est quasiment mondial. Oui, la plupart des pays du monde ont cette politique vis-à-vis des marchés de gros. Donc, en général, c'est des fonciers publics avec des structures parapubliques qui les gèrent. Alors, pourquoi? Mais les Français ont une belle façon de l'exprimer. Les Français appellent leurs marchés de gros des marchés d'intérêt nationaux. Ah oui, ça dit tout. On est déjà dans la souveraineté. Voilà, les Français, ils aiment bien mettre des beaux noms sur les choses, mais voilà, on est sur ça. Donc, en termes de souveraineté alimentaire, le marché de gros est indispensable. Si vous laissez des structures comme ça, qui nourrit la ville, à des mains sans contrôle, je suis pas contre le privé du tout. Non, du tout. Mais je pense que le public a vraiment un rôle à jouer pour le contrôle, parce que nous permettons à des petits producteurs de venir vendre la marchandise, nous permettons par la mise en concurrence directe sur le même lieu, d'avoir un prix quand même raisonnable pour le consommateur, et on maîtrise le prix par cette action-là. Un marché, mais un marché régulé, c'est ça? Un marché régulé et un marché organisé. Et donc, ça permet d'avoir en continu du flux alimentaire. Nous, on ne ferme pas le robinet pour faire monter les prix. Oui. Certaines grosses entreprises, pour ne pas le citer, Amazon par exemple, avaient commencé à faire du frais dans certaines capitales. Vous vous mettez donc dans les mains d'un géant de l'agroalimentaire, alors, qui va contrôler le fournisseur, qui va contrôler les prix, qui va contrôler complètement ce modèle-là au grand problème. Alors, Laurent, on vous a vu, j'entends ce que vous dites. Est-ce que ce message, pour expliquer qu'en fait ce marché matinal est vraiment stratégique, non seulement pour Bruxelles, mais même pour la Belgique, est-ce que c'est un message que les politiques, les hommes politiques comprennent? Je crois que vous avez reçu il n'y a pas longtemps Boris Diliès, le nouveau ministre-président de la région de Bruxelles, et ainsi que Laurent Hublet, qui est le ministre de l'économie. D'ailleurs, on les voit d'ailleurs sur l'écran. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Et surtout, est-ce qu'ils vous ont écouté et compris le message? Alors, écoutez, je pense qu'ils l'ont fait, compris aussi. Après, faudra voir dans les actes, mais je pense qu'on a un gouvernement qui est vraiment sensible. On voit bien les plans du ministre Hublet avec il veut tout faire pour favoriser donc le développement industriel de Bruxelles. Donc on voit bien que ce gouvernement est quand même proche des entreprises, et c'est important évidemment, parce que souvent on nous dit oui, mais ça n'a pas la place dans une ville, etc. Mais la région, elle est ce qu'elle est. Et donc, en fait, là où nous sommes, c'est la zone industrielle de Bruxelles. Ce n'est rien d'autre. C'est évidemment la zone où tout se passe. L'emploi manufacturier de la région est dans la zone du canal. Et en fait, souvent, les politiques ont considéré, à mon avis, à tort, que cette zone devait servir à du logement pour agrandir la capacité de logement de la ville. C'est certain que je pense qu'alors on se priverait quand même d'une réserve foncière pour l'industrialisation. Le nouveau gouvernement, je pense, à cette optique-là. Donc cette zone doit... Tous mes collègues de l'association portuaire de Bruxelles, c'est beaucoup de création d'emplois. Mais on peut justement en parler. On a l'impression que ce gouvernement veut à la fois attirer du logement, comme vous venez de le dire, gentrifier, notamment le long du canal, avec la fameuse tour qu'on a vue il y a quelques années. Et puis de l'autre côté, ils veulent aussi attirer de l'industrie. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même antinomique. C'est l'un ou l'autre, non? Mais c'est-à-dire qu'il y a des tas d'acteurs qui sont situés le long du canal qui ont vraiment une raison d'y être. Nous, par exemple, si ça a une raison vraiment très importante d'être à moins de 4 km du centre et à moins d'1 kilomètre des autoroutes. Si vous mettez un marché plus loin, eh bien, d'abord, en termes d'écologie, c'est mauvais parce que vous agrandissez les distances à parcourir. Plus de CO2, plus de congestion, et puis surtout, vous alourdissez la facture pour le consommateur, parce que fatalement, quand il y a plus de transport, le transport, maintenant, c'est vraiment... voilà. Donc, ça a vraiment un sens de laisser des activités comme la nôtre. Les cimentiers, c'est pareil, la prise de ciment est rapide, vous devez avoir des cimenteries à proximité des cœurs de ville pour pouvoir faire des chantiers. C'est très important. Donc, on a des tas d'acteurs comme ça. Bruxelles Propreté, avec son incinérateur, ça a un sens quand même de ne pas mettre l'incinérateur à 50 km de la zone de ramassage
ramassage des ordures. À un moment, il faut accepter que dans une ville, les métiers essentiels dont nous faisons partie, soient près du cœur de ville et ce ne soit pas dédié à des quartiers de logement. C'est un quartier industriel et c'est vraiment le cœur de la région. Et il faut bien vous dire aussi, je pense c'est très important, nous on a par exemple 700 emplois sur le marché matinal, 700 emplois qui sont essentiellement bruxellois, donc, parce qu'on parle toujours de Audi Bruxelles, mais Audi Bruxelles, si je ne me trompe pas, je prenais les chiffres de vos confrères de l'Écho, c'est 300 à 400 emplois bruxellois avant. Donc évidemment, on parle plus facilement d'Audi Bruxelles, mais nous, on a 700 emplois bruxellois qui viennent pour la plupart en transport en commun ou en vélo, parce qu'ils travaillent de nuit, donc ils arrivent le soir à 10h et repartent à 5h du matin. Et donc c'est une réserve d'emploi infraqualifiée de la région, mais super importante. Alors justement, vous venez de parler d'Audi Bruxelles, on a vu justement dans les propos tenus par le ministre de l'Économie, récemment, Laurent Hublet, il disait qu'il souhaite réindustrialiser Bruxelles. Fine, très bien. Et notamment, il veut attirer un certain nombre d'entreprises avec des incitants fiscaux sur une durée assez limitée, sans doute 6 ans d'après ce que j'ai cru comprendre, et notamment en baissant le précompte professionnel, je pense. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, puisqu'il veut notamment proposer ce genre d'avantages, d'incentives fiscaux le long du canal et aussi sur le site d'Audi, c'est que si on n'en tient pas compte, vous, le marché matinal, vous allez peut-être avoir des gens qui vont se dire mais le marché matinal il me coûte trop cher, je vais peut-être m'installer là où Laurent Hublet, le nouveau ministre de l'économie, va donner des avantages. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet d'aubaine qui serait à votre détriment? Et est-ce que vous l'avez indiqué au ministre en disant attention, la réindustrialisation elle passe aussi par le marché matinal? Évidemment, et je n'imagine pas un instant que ce gouvernement fasse un plan zone franche qui n'inclut pas le marché matinal. Je pense que c'est super important. Ce serait de la concurrence déloyale. Évidemment, parce que certains acteurs font exactement le même genre de job en louant des terrains. Alors, il se pourrait très bien qu'un commerçant chez moi décide d'aller en face parce qu'il bénéficie de précomptes immobiliers réduits et d'aides aux travailleurs qu'ils engageraient. Donc, il faut vraiment être très prudent quand on modifie les équilibres. Je l'ai dit au ministre-président, je l'ai dit à monsieur le ministre Hublet, et je pense que, voilà, je pense qu'ils en sont conscients, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Et dans vos ouailles, ceux qui sont chez vous, il y a déjà des gens qui vous font passer le message en disant que si ça ne bouge pas, ils devront partir? Non, mais je sais que certains ont été approchés, par exemple, par des structures publiques qui ont beaucoup de foncier le long du canal, avec des tarifs qui sont proches ou inférieurs aux nôtres, et donc il faut faire très attention à ne pas modifier les équilibres. Chacun son métier, et donc... Mais donc là, ça revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est ça? Mais oui, c'est ça, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut évidemment faire venir de nouvelles entreprises à Bruxelles, soutenir le développement de nouveaux emplois, mais ceux qui sont là, il ne faut pas leur faire une concurrence qui serait déloyale, évidemment. Alors on me dit que vous êtes peut-être aussi à l'étroit, là où vous êtes? Je dirais, oui. plus qu'une zone franche, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on commence à franchement bien gérer le quartier. C'est pas de la polémique que je dis, mais la rue principale qui mène au marché matinal, le quai Monnoyer, ça fait 2 ans et demi qu'il s'est effondré et que personne ne l'a réparé. Alors, je pense que maintenant, ce gouvernement doit prendre aussi ça en main. Il faut vraiment aider les gens qui font de l'activité économique à ne pas subir ce genre de conséquences. Il n'y a aucun pays européen qui se permettrait de mettre 2 ans et demi à réparer une voirie qui alimente... Bruxelles, c'est tout à fait possible. C'est possible, je vous le confirme, c'était encore ce matin fermé. Mais donc, voilà, je pense que c'est sur ça qu'il faut absolument travailler. Il faut vraiment aider le quartier dans des choses simples. Alors, un autre chantier, je viens de l'évoquer il y a quelques instants, c'est il semblerait que vous soyez quand même à l'étroit, malgré les 15 hectares que vous avez. Ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai, vous êtes au centre-ville, vous avez fait allusion à 4 km pour des raisons de CO2, etc. En même temps, c'est une aubaine, mais en même temps, c'est une malédiction. Vous êtes à l'étroit. Par définition, vous êtes en ville. Et les mètres carrés à chercher coûtent cher. Alors, je vous dirais, oui, on est un peu à l'étroit, c'est évident, parce qu'on reçoit tous les jours des coups de fil de gens qui veulent venir s'installer chez nous. Et pour l'instant, nous, on est 100% loués, on est complet. Vraiment, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver des locataires, je vous l'avoue. C'est-à-dire le taux de rotation est très faible, les gens restent chez vous, ils n'ont pas... Parfois, au bout d'une durée, ils s'en vont, ils arrêtent leurs activités, mais ils sont immédiatement remplacés. Donc moi, je n'ai pas de mètres carrés à louer actuellement. Et certains veulent évidemment s'agrandir. Alors, ça nous oblige à réfléchir, à inventer des solutions. Certains ont construit sur notre site des bâtiments eux-mêmes. Donc voilà, je pense qu'il y a encore moyen de développer de nouveaux petits bâtiments. Quand vous dites densifier peut-être en hauteur, c'est à ça que vous faites allusion, par exemple? Dans le futur, on pourra imaginer ça, évidemment. Je pense qu'à un moment, il faudra imaginer toutes les solutions.
Un marché matinal en hauteur, ça a une En Chine, il y a ça, oui. ça existe, mais bon, c'est pas facile parce que vous imaginez bien que des véhicules lourds qui montent plusieurs étages, il faut déjà du génie civil de grande envergure pour pouvoir tenir. Donc, mais bon, tout est possible. Pour l'instant, je vais vous dire, on est certainement à l'étroit, mais il n'y a aucune possibilité en région bruxelloise de nous donner un terrain qui correspondrait à un terrain plus grand et, qui plus est, il faudrait financer ce marché aussi si on devait le déménager. Et donc, un marché matinal, si vous prenez les coûts de fabrication, je peux me référer au marché en France, par exemple, de la taille du marché matinal de Bruxelles, dans une région comparable, on est sur 300 millions d'euros. Alors, je ne pense pas que la région ait le budget nécessaire, je ne pense pas que la ville non plus. Et en financement propre, c'est impossible, vous l'avez dit vous-même, en regardant notre chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, la question ne se pose pas, on doit gérer avec ce qu'on a et on se développera avec ce qu'on a. Alors Bruxelles est, comme d'autres capitales, une ville très soucieuse aussi de son empreinte écologique, de son empreinte carbone. Comment est-ce qu'on peut concilier ça tout en sachant évidemment le rôle vital que vous jouez, en tout cas que le marché matinal joue à Bruxelles, avec une volonté de diminuer l'empreinte carbone, avec tous ces camions qui tournent pour des raisons évidentes, avec cette chaîne du froid, c'est ce froid alimentaire qui tourne toute la journée. Comment fait-on pour réduire l'empreinte carbone du marché matinal de Bruxelles ? Alors nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est dessus depuis une dizaine d'années. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la plus grande centrale photovoltaïque de Bruxelles, avec 26 800 panneaux solaires. On va installer des batteries très prochainement pour récupérer l'énergie verte, pour pouvoir la donner, la vendre à nos marchands et à peut-être à nos voisins. Nous avons des toitures vertes, nous récupérons l'eau de pluie pour le nettoyage, nous avons des bornes de recharge électrique sur le parking. Le parfait élève, en fait. Alors, on a coché toutes les cases, mais je vous dis, évidemment, c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi un peu de marketing. On est obligé maintenant de faire les choses proprement si on veut subsister dans ce monde. Il n'est plus question de faire comme avant. On va évidemment aller dans les 10 prochaines années vers de la mutualisation de transport, organisée peut-être par Mabru elle-même. Donc ça, c'est aussi des plans qu'on pourrait avoir. Quelque chose qui est très important, parce que ça a un côté social, mais c'est aussi un côté écologique, c'est qu'on récupère 2 tonnes d'invendus alimentaires tous les jours sur le site du marché pour le donner en collaboration avec le CPS de la ville de Bruxelles. Donc il n'y a pas de gaspillage. Il y a zéro gaspille. Le carton est récupéré, le plastique est récupéré. Donc en fait, c'est certain, l'innovation technique va certainement nous permettre d'avoir de nouvelles solutions, mais pour l'instant, on coche quasiment toutes les cases du parfait. Alors, Laurent, venez justement de parler d'innovation technique. On pourrait dire le marché matinal, on voit bien, c'est une machine fantastique, etc. On pourrait dire aussi c'est peut-être un modèle du passé. Vous avez parlé de votre modèle économique en long et en large tout au long de cette émission. Par rapport au numérique, est-ce que ça a encore un avenir d'avoir un marché matinal ? Est-ce que avec le e-commerce, les restaurateurs peuvent se faire livrer directement ? Est-ce que ça a encore du sens ? Est-ce qu'il y aura encore un marché matinal dans 10 ans ? Mais j'en suis vraiment convaincu parce que actuellement, déjà, on voit la transition. Après Covid, les gens ont voulu plus se faire livrer que de se déplacer eux-mêmes. Donc, les marchands chez moi ont tous adopté des modes de livraison pour toucher leurs clients. Donc le numérique, c'est vraiment pas un problème pour nous. Ça devient une plateforme logistique de première importance. Et en même temps, un marché où le visiteur peut venir... C'est en train de me dire que ce n'est pas une menace, c'est plutôt un allié ? Je pense que c'est une complémentarité. Oui. Parce que moi, si vous prenez des acteurs... on ne va pas citer de grands magasins où on peut, mais par exemple les acheteurs de la grande épicerie, magasin Huclos bien connu, oui. Le propriétaire, il vient encore lui-même sur place, tourner sur les tomates, regarder la qualité, commander, et il est là 2 à 3 fois par semaine pour faire ses achats. Alors après, il n'emmène pas peut-être lui-même la marchandise, mais il vient la commander sur place, ou il vient peut-être pas chaque fois acheter, mais il vient voir, et donc je crois que c'est complémentaire. Alors, Laurent Lys, on arrive malheureusement au terme de cette émission. C'est absolument passionnant de parler avec vous de ce marché matinal. L'an dernier, j'étais d'ailleurs là à cette soirée, vous avez invité vos collègues des autres marchés matinaux du monde entier, et notamment le principal, qui est un ami à vous, je crois, qui est le patron de Rungis et qui est le président, je pense, de l'association. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris, puisque vous les avez accueillis à Bruxelles, qu'est-ce que vous avez appris de vos collègues, et notamment de grandes villes comme Paris, Milan, Barcelone ? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous enseigner, vous, en tant que Bruxellois ? Alors, moi, j'ai accueilli ce congrès à Bruxelles parce que j'ai la chance et l'honneur d'être président de l'Association européenne des marchés. Donc, mes collègues m'ont choisi pour les représenter
représenter auprès des institutions européennes notamment. Donc, je passe aussi pas mal de temps dans les couloirs de l'Union européenne pour vendre le modèle marché de gros et leur démontrer notre importance. Donc lobbyiste aussi un petit peu. Oui, j'ai même mon badge officiel de lobbyiste maintenant à la Commission. Bravo. Donc voilà, on fait le job pour ça. Et je pense d'ailleurs que la Commission est très au courant de notre importance parce que dans leur plan résilience crise, on est régulièrement consulté maintenant. Alors, ce qu'on a appris de nos collègues, on apprend tous les jours de nos collègues parce que, évidemment, les villes bougent et donc, quand on se rend à Milan, à Rome, au marché de Barcelone, de Madrid et bien sûr de notre voisin Paris qui est le leader. Le plus grand au niveau mondial. Alors, au niveau mondial, oui, au niveau mondial, évidemment, il y a des marchés qui sont aussi grands que Rungis dans le monde, au Brésil, au Mexique, voilà. Mais c'est pas du tout la même professionnalisation de l'infrastructure. Rungis, ça reste le modèle, c'est 250 hectares. C'est 20 000 visiteurs par jour. Ah oui, c'est une ville dans la ville. Voilà. Et donc, c'est aussi un foncier public, c'est aussi une structure publique. Donc voilà, pour vous dire que les Français qui ont tout compris de la grande distribution bien avant tout le monde en Europe, on fait ce choix du même modèle. Et évidemment, on se rend très fréquemment chez eux pour suivre les innovations technologiques, voir ce que l'IA va apporter aussi à nos métiers, et ça va bien sûr apporter plein de bonnes choses. Donc voilà, on s'échange énormément d'informations, et ce club n'est pas fermé, il est ouvert à plein de... Et on me dit, c'est mon petit doigt me dit que vous avez peut-être une chance d'être le futur président de cette association. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, un jour, je serai candidat. Je ne sais pas si je le serai, mais on va participer au jeu. Merci en tout cas, Laurent, pour ces explications. Grâce à vous, on comprend mieux comment fonctionne le marché matinal. Et alors, ce sera mon collègue Olivier Mouton qui vous retrouvera dans ce studio à la même place la semaine prochaine. Merci mille fois. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equance, passez d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.